Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bon. Eh bien, bienvenue à cette masterclass sur la manière dont Picard automatise ses données clients avec Dataiku. Et pour ça, on va illustrer aujourd'hui avec un cas d'usage qui est celui de la Lifetime Value. Alors moi, je suis Sylvain Luce. Je suis responsable du pôle Data et connaissances clients chez Picard. Et je suis accompagné aujourd'hui de Laura, qui est dans mes équipes en tant que Data Scientist. Donc on a articulé la presse en deux moments. Le premier, c'est de vous faire un retour d'expérience sur la manière dont on a fait migrer nos outils et comment on en est arrivé à choisir, à faire le choix de la plateforme Dataiku. Et puis ensuite, on vous montrera ce qu'on arrive à faire avec Dataiku, et notamment, on a choisi un cas qui est un cas assez courant dans le retail, qui est un cas de lifetime value, mais qu'on a réussi à paramétrer pour avoir des très très bons résultats. Et puis après, on essaiera, en fonction du timing, de vous laisser une petite période de questions-réponses. Alors, très très rapidement, quelques mots sur Picard. Donc vous savez, Picard, c'est le leader de la distribution des produits surgelés en France, avec à peu près 20% de part de marché. Notre mission au quotidien, c'est de célébrer chaque jour l'amour du bon, c'est-à-dire du bon dans votre assiette, du bon pour votre santé, mais aussi aujourd'hui du bon sur la planète. Et notamment, on vient de mettre en place le Planet Score sur l'ensemble de notre gamme produit. Donc on a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'1,8 milliard d'euros. Donc c'est un chiffre d'affaires en très forte progression. On a une progression de plus de 24% depuis la période avant Covid. Et donc cette croissance, elle a été portée par une refonte de nos parcours, notamment digitaux et omnicanaux. Aujourd'hui, Picard fait la livraison sur l'ensemble du territoire français. Et on propose aussi dans la majeure partie de nos magasins des offres de click and collect et de livraison express avec Uber Eats. Alors, Picard, c'est une belle réussite. Cette année, on fête les 50 ans de l'ouverture de notre premier magasin. Et donc aujourd'hui, on a 10 millions de clients dans notre base de données. On est une entreprise de près de 5000 collaborateurs. On a une offre de produits assez dynamique avec 1300 produits au catalogue, dont 250 innovations par an. On a un fort développement du réseau magasin. Aujourd'hui, on a 1150 magasins qui sont essentiellement des magasins intégrés. Et on continue d'ouvrir entre 40 et 50 magasins par an. Les trois piliers qui sont au cœur de la réussite de Picard, aujourd'hui, c'est la qualité des produits, l'innovation et la maîtrise justement de la connaissance client pour anticiper les attentes de nos clients et de pouvoir les servir au mieux. Alors, juste deux petits mots avant de rentrer sur ce retour d'expérience sur le transfert de nos data chez Dataiku. Donc, quand vous parlez de data chez Picard, vous allez l'avoir au sein de deux entités. Donc, la première entité, ce que j'appelle la partie amont de la data, vous allez l'avoir au sein de la Digital Factory. Donc, la Digital Factory, c'est une direction qui va être composée essentiellement de data engineers, de data architectes. Et donc, ils vont gérer toute la partie en amont, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'architecture de nos données, la gestion des flux entre les différents applicatifs. Ils vont être garants de la qualité et de la sécurité des données. Et ils vont avoir aussi la mission de créer des reporting, des dashboards en termes de business intelligence. Et une fois que toutes ces données elles ont été structurées, c'est là où mon service rentre en jeu. Donc moi, au sein de mon service, je vais avoir des data analystes, des data scientists, et puis j'ai également un pôle géomarketing. Et nous, en fait, on va mettre en place toutes les études et les analyses qui vont nous permettre de valoriser cette data et d'orienter les décisions stratégiques pour prendre les meilleures décisions pour Picard. Donc on en arrive à notre retour d'expérience. Donc en 2020, on a acquis la solution Dataiku. Historiquement, on était, comme beaucoup d'entreprises, chez SAS. Avec l'arrivée de notre programme de fidélité, l'explosion de nos data nous a obligés à revoir complètement notre architecture de données. Et il nous fallait des solutions beaucoup plus agiles, beaucoup plus scalables. Et la solution de SAS ne répondait plus à nos besoins. Donc on avait 4 enjeux
à résoudre. Le premier, c'était une modernisation technologique pour avoir une solution qui nous permette à la fois de piloter des très très gros volumes de données. On voulait être beaucoup plus attractif aussi en termes de recrutement sur les profils data. On voit beaucoup moins d'offres avec des gens qui revendiquent SaaS. Et effectivement, les jeunes générations, elles cherchent plutôt du R, du Python, ou en fonction de certains profils de data analyst, du clic-bouton. Donc il nous fallait une solution qui nous apporte cette souplesse. On avait également un enjeu de convergence des différents métiers. Donc je viens de vous présenter notre organisation. La data est dans 2 pôles distincts. On ne travaillait pas forcément avec les mêmes outils, avec les mêmes compréhensions. Donc il nous fallait une plateforme qui permettait de réunir tout le monde sur un ensemble de workflows où chacun participe. Et puis, ça a été l'occasion d'intégrer des nouveaux usages, d'avoir un recours au machine learning de manière beaucoup plus simple, facilitée. Et on a aussi raccordé l'ensemble de notre écosystème géomarketing, qui est clé dans notre expansion magasin, 50 ouvertures par an, je vous rappelle, pour croiser ce géomarketing avec toute la connaissance client et donc affiner nos analyses et nos études pour identifier les zones d'ouverture des futurs points de vente. Alors cette migration, elle a été réussie, mais elle a quand même pris 1 an. Et pour ça, il a fallu répondre quand même à un certain nombre d'enjeux et de défis. Le premier enjeu, c'est qu'on est des équipes quand même assez courtes. Et donc, en parallèle de cette migration, il fallait toujours qu'on continue d'assurer notre run quotidien. On avait un backlog de projets aussi qui était assez dense. Et en plus, on arrivait avec changement d'habitude, changement d'outils. Donc vous imaginez la situation dans laquelle sont les équipes quand on leur demande de sortir une étude pour hier et qu'ils ont le choix entre le faire dans SaaS, l'outil historique, ou de tester avec le nouvel outil Dataiku qu'on ne maîtrise pas encore. Évidemment, pendant un moment, le réflexe, ça a été de dire « je continue de faire dans SaaS ». Donc il a fallu, entre guillemets, un petit peu forcer tout le monde à prendre le rythme pour pouvoir monter en compétences. Justement, pour monter en compétences, on a fait un choix. Alors le premier, ça a été d'utiliser toutes les ressources de la plateforme avec la Dataiku Academy, ce qui a permis à chacun de se former de manière autonome et en fonction de ses besoins, et puis en plus d'être certifié sur la plateforme, ce qui sont des choses qui sont toujours certifiées, qui sont toujours appréciées auprès des équipes. Et puis on a fait le choix également de se faire accompagner par un partenaire externe. Vous imaginez, on avait 15 ans de SaaS derrière, donc vous imaginez tous les programmes qu'on avait à migrer, c'était assez énorme. Donc on a fait cette migration entre guillemets à 4 mains, ce qui nous a permis, notre partenaire étant maîtrisant de la plateforme, d'assurer que cette migration soit juste et les programmes soient fonctionnels et le faire de manière rapide. Et nous, en même temps, ça nous a permis de nous former sur le tas et d'apprendre très très rapidement. Et puis pour être totalement transparent, il a fallu aussi, avec notre prestataire, qu'on mette en place un coaching personnalisé pour un certain nombre de membres de l'équipe. Vous savez très bien, quand on change d'outil, il y a une espèce de résistance au changement qui peut s'installer. Et donc, on a pris plus de temps en fonction de certains profils. Voilà, pour être très très rapide sur notre architecture, aujourd'hui Dataiku repose aujourd'hui sur un data lake Azure, lui-même alimenté par un certain nombre de sources internes et externes à l'entreprise. Et puis, donc Dataiku nous sert pour toute la partie analyse, reporting, mais ça on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis par-dessus, on vient de plugger très très récemment une Customer Data Platform qui vient justement récupérer l'ensemble des segments et des scores qui sont développés par la connaissance client et qui permettent ensuite d'activer nos clients sur les différents canaux digitaux ou CRM. Voilà Laura, je te passe la parole pour que tu nous expliques un peu plus en détail ton quotidien avec la plateforme. Donc c'est vrai que la migration de SaaS vers DSS a pas mal transformé nos méthodes de travail et aussi la gestion des données. Donc déjà la plateforme elle est assez flexible, on peut coder à la fois donc, en Python, en R, en SQL, Spark SQL, mais aussi en clic-bouton, ce qui peut être pratique en fonction du profil qui va utiliser la plateforme. Pour tout ce qui est monitoring, il existe une option dans l'outil pour avoir la vue d'ensemble sur tous les projets et leur statut d'exécution. Et ça nous est aussi très pratique pour savoir s'il y a eu un souci dans la nuit, par exemple. DSS a aussi permis une meilleure collaboration entre les équipes, donc que ce soit entre les data analysts, data scientists et les data ingénieurs. Donc déjà, on peut travailler en même temps sur un même projet.
on peut documenter le projet directement sur la plateforme grâce au wiki. On peut aussi taguer nos requêtes, on peut les regrouper en zones, ce qui au final rend tout ça plus simple quand on travaille avec le projet de quelqu'un d'autre. Sinon, DSS a aussi permis une distinction entre la partie dev et la partie prod. C'était une distinction qu'on n'avait pas forcément avec SAS avant et qui nous manquait un petit peu, même beaucoup. Pour ce qui est de la transformation, de la gestion des données, on a la possibilité d'utiliser DSS avec Azure et Kubernetes, comme ce que disait Sylvain. Ce qui nous fait gagner du temps quand on doit gérer des grands volumes de données. Souvent avec SAS, on était souvent bloqué avec des problèmes d'espace mémoire, et ce qui causait au final pas mal d'interruptions. Pour la partie automatisation, donc des projets et des reporting d'une manière générale, on peut utiliser donc, des scénarios qui nous permettent d'exécuter un projet à une date clé ou de créer aussi un enchaînement de scénarios. C'est par exemple ce que j'ai mis en place du coup et qui tourne tous les matins. Et ça, sans faire appel à la DSI. Donc, pour le coup, ça, c'est plutôt pratique. Il y a l'aspect machine learning aussi de DSS qui est très intéressant, mais j'en parle plus tout à l'heure. Et pour finir avec l'aspect communauté, il y a un espace d'échange où on peut interagir avec les autres utilisateurs de l'outil, ce qui peut être très pratique. On a aussi un espace donc, de formation et un espace avec de la documentation très complète. Avec DSS, on a pu développer plusieurs cas d'usage avec de l'apprentissage automatique. Et le cas d'usage qu'on a choisi de vous montrer, du coup, c'est la lifetime value. Donc ce cas d'usage, il n'existait pas dans SAS. On avait déjà un cas d'usage existant qui avait été développé en externe. Donc on a voulu repartir de cette base pour customiser et améliorer les performances du modèle. On s'est aussi posé la question au début d'utiliser la solution prépackagée que proposait DSS, mais on a préféré ne pas l'utiliser parce qu'on voulait pouvoir ajouter des subtilités que cette solution ne prenait pas forcément en compte. Donc au final, l'enjeu de notre lifetime value, c'est de prédire le chiffre d'affaires que chaque client va réaliser sur les 12 prochains mois. Donc, les variables qu'on a choisies en entrée du modèle sont réparties en 4 groupes qu'on voit ici. Donc, on a d'abord les données de comportement d'achat. Donc, ça inclut les ventes passées, non seulement de manière globale, mais aussi par catégorie de produits, viande, poisson, fruits et légumes, etc. Et aussi les motivations d'achat des clients, si c'est plutôt du snacking, plutôt plein du cuisinier, préparation repas de fête, etc. On a aussi des données d'engagement client. Donc, est-ce que le client a utilisé ses points du programme de fidélité? Est-ce qu'il est contactable par email? On a des données de profil client, donc la région où il habite, son segment client, sa tranche d'âge et depuis combien de temps il est client chez Picard. Et on a aussi mis des données sur les canaux de vente. Donc, est-ce qu'il fait ses achats plutôt en magasin, en livraison à domicile, en click and collect et aussi le nombre de magasins fréquentés. Donc maintenant, on va voir un peu la structure du projet. Donc ça ressemble à ça. On a séparé les différentes parties du projet dans ce qu'on appelle des flow zones dans DSS. Donc d'abord, il y a toute la partie récupération des données. Pour ça, j'avais mis en place un projet qui permet de centraliser et de mettre à jour quotidiennement toutes les données du data lake dont on a besoin. Donc les données de vente, les données clients, le référentiel magasin, le référentiel produit. Et toutes ces données-là, on a pu les utiliser dans le projet de Lifetime Value grâce à la fonction de partage de table entre deux projets. Cette option de partage de table, on l'utilise énormément. Et ensuite, donc on a la création de la base d'apprentissage, de la base de prédiction, puis vient la phase d'entraînement, de prédiction, et on va venir historiser nos résultats. Je vais vous montrer maintenant comment les modules de machine learning de DSS nous ont permis de gagner en efficacité pour faire ce type de projet. Donc déjà, c'est assez simple d'utilisation. L'interface, elle est assez visuelle. On a la possibilité donc, de pouvoir créer, de tester et d'optimiser plusieurs modèles pour trouver le meilleur.
Mais la plateforme reste quand même assez flexible en nous permettant, par exemple, de coder en Python en fonction du profil qui va utiliser la plateforme. Et donc au final, on a mis en place 2 modèles. Donc, le premier, c'est la prédiction de réachat, qui va chercher à prédire si les clients vont revenir ou non sur les 12 prochains mois. Et le deuxième modèle, donc de prédiction de chiffre d'affaires, qu'on va appliquer uniquement aux clients qui sont prédits comme allant réacheter. Donc voici les résultats obtenus. Donc par exemple, là pour le premier client, on voit que le modèle prédit un chiffre d'affaires de 1 158 €, alors que le chiffre d'affaires réel est de 1 121 €. Donc les prédictions, elles sont en général précises, mais il y a quand même certains facteurs qui peuvent introduire des écarts dans le modèle. Typiquement, un concurrent plus attractif qui s'installe à côté d'un Picard, ou potentiellement un client qui perd sa carte de fidélité et du coup, il en crée une nouvelle. Ou encore l'évolution du foyer, ce qui du coup entraîne des modifications d'achat du client. Et grâce à DSS, on a aussi la possibilité d'avoir des visualisations, donc des métriques des performances du modèle. Donc par exemple, là, en haut à droite, on voit une courbe de ROC qui nous montre la performance de notre modèle de prédiction de réachat. Donc plus la courbe est proche du coin supérieur gauche, et meilleure est la capacité du modèle à distinguer entre les clients qui rachèteront et ceux qui ne le feront pas. Et en dessous, on a un nuage de points qui nous montre la comparaison entre les valeurs prédites et les valeurs réelles de chiffre d'affaires. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on a automatisé ce projet. Donc notre enjeu, ça a été de mettre ce projet de l'instance de développement vers l'instance de production. Pour ça, on est passé par les bundles. Donc les bundles, ils sont très pratiques parce qu'ils permettent de passer tout le code, les paramètres du projet d'une instance à une autre. Ça permet de faciliter donc le déploiement sans risque d'erreur. Ça permet aussi une sauvegarde. Et un autre avantage, c'est que du coup, les data analysts et moi, on a la main sur la mise en production, ce qui fait gagner du temps aussi côté DSI. Et si on revient juste avant, notre enjeu, ça a été ensuite de mettre à jour cette prédiction une fois par mois. Donc pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé les scénarios qui nous permettent d'exécuter ce projet tous les premiers du mois. Donc ce projet, il va pouvoir aider sur les décisions de l'entreprise sur 3 axes notamment. Donc déjà pour le CRM, ça permettra d'identifier les clients à perte de vitesse. Donc par exemple, on pourrait les identifier et ensuite leur envoyer un mail, leur pousser des coupons par exemple. Ça pourrait aider aussi à la planification budgétaire. On pourrait par exemple lancer ce programme à partir du début de l'exercice fiscal et le projeter sur les 12 prochains mois. Et ça pourra aussi aider pour l'analyse de données clients. Donc, par exemple, on pourrait regarder s'il y a un profil client qui se dégage parmi les clients qui ont un chiffre d'affaires prédit potentiellement plus gros que le chiffre d'affaires réel. Merci beaucoup, Laura. Donc, en guise de conclusion, avant de passer à la phase de questions-réponses, donc je vous disais, DSS, on l'a mis en place, donc on a acquis la solution en 2020, il s'était mis en place opérationnel 2021. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de cas d'usage qui sont en production en termes de connaissances clients. Donc là, vous venez de voir la lifetime value. On a des segmentations clients, motivation d'achat, segmentation magasin pour faire des assortiments personnalisés. On a différents scorings d'appétence produit, sensibilité à la promo, mesure du churn. On a mis en place également un moteur de recommandation personnalisé pour chacun de nos clients. Alors DSS nous sert aussi évidemment au quotidien pour tout ce qui est études et analyse client. On a mis en place tout un système de monitoring qui nous permet de mesurer la qualité de nos données qui remontent chaque jour et puis aussi de s'assurer dans le temps de la stabilité de nos segments et de nos différents scorings. Et on n'est qu'au début de l'histoire. Là, on vient de mettre en place un projet de refonte de gouvernance des données. Donc DSS est une solution qui est particulièrement bien adaptée pour justement piloter cette gouvernance des données. Et on a une ambition forte
de transformer Picard et de l'amener de plus en plus vers des solutions, des décisions prises de manière data-driven. Donc pour ça, on a un certain nombre encore de cas d'usage qui sont dans notre backlog, qu'on a priorisé par notre capacité à faire dans un ordre logique et puis par la valeur. Et voilà, on a encore pas mal de boulot à poursuivre avec cette solution. Et il nous reste 4-5 minutes si vous avez des questions. Est-ce qu'on a des questions? Enchanté, Michel-Ange Marcalix. Mais c'est un peu spécial hein, ce que je vais vous demander. Parce que nous, on est dans le domaine du sport. Et on aimerait tout simplement s'associer à votre marque dans votre stratégie et votre savoir-faire pour permettre aux sportifs de manger Picard. Ça, si vous voulez, on peut en reparler après la séance à l'issue de la réunion. Est-ce qu'on a des questions sur la migration Dataiku ou le cas d'usage de la lifetime value? Moi, j'ai une question concernant la segmentation. Il y avait une segmentation avant la mise en place, je suppose, le DSS avec la CRM. Est-ce que ça a eu pour effet de revoir les segmentations, les enrichir ou de revoir drastiquement ce que vous positionnez avant dans telle ou telle famille de clients? En fait, la segmentation, elle existait avant. On l'avait fait développer en externe. Par contre, on a pu l'intégrer directement dans la solution Dataiku. Et surtout, on la pilote mieux, on la monitore mieux. Puisque à l'époque, on la prenait telle quelle, sans suivre la continuité des segments dans le temps. Et ce qu'on a aujourd'hui avec Dataiku, c'est qu'on réactualise. Donc, on a travaillé sur ce workflow-là pour réactualiser toutes les semaines notre segmentation client avec les derniers tickets de nos clients et intégrant les nouveaux recrutés. Et on monitore très précisément la stabilité, la pertinence des segments dans le temps. Et alors justement, l'évolution de ces segments-là, vous avez pu chiffrer ou calculer la rentabilité ou la performance de votre travail au travers de l'évolution justement de cette segmentation? Par rapport au fait d'avoir Dataiku par rapport à avant, comme avant on ne la monitorait pas, alors elle était assez récente, elle avait 2 ans, donc il y a quand même une certaine stabilité dans nos segments. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos segments sont stables, ils racontent toujours à peu près la même histoire. Alors on peut avoir des poids de clients qui évoluent dans le temps, mais là je fais notamment référence à la segmentation comportementale. Quand vous êtes sur un segment chez client, en fait, chez Picard, vous n'allez pas évoluer de segment comme ça du jour au lendemain ou après un nouvel achat. En fait, on avait mesuré que dès le premier achat d'un client, on a 75% de chances de tomber sur son segment futur. Donc il y a quand même des produits marqueurs et on ne bouge pas tant que ça. Bonjour, moi j'avais une question en fait sur la phase d'expérimentation. Quelle est la stratégie d'échantillonnage que vous avez pris? Parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre en fait, de données structurées que vous avez été récupérées dans différents applicatifs et vous récupérez à partir du Data Lake. Mais en phase d'expérimentation, on sait qu'il peut y avoir en fait une prédominance de certaines données dans l'échantillon qui peuvent en fait avoir une influence en phase d'apprentissage. Donc déjà, sur quelle base historique en fait vous êtes parti? Est-ce que sur plusieurs années, etc., en fonction du pas de rafraîchissement? Et puis également, comment vous avez géré ces biais et pour quelle performance, en fait, avant la phase en déploiement? C'est plutôt pour toi, là. Donc on a fait plusieurs tests sur différentes périodes. On a choisi aussi, on a pas mal travaillé sur quelles variables prendre. On s'est beaucoup questionné, on en a mis, on en a enlevé. Donc on a fait pas mal de tests qui ont abouti au final à des résultats qui nous semblaient très cohérents. Et donc après on est parti là-dessus et après on a fait toute la stratégie d'échantillonnage classique. On a fait toute une phase d'entraînement, de prédiction. On est revenu en arrière aussi pour vraiment tester si c'était vraiment fiable pour pouvoir s'assurer de nos résultats. Ce que tu peux peut-être dire, c'est que grâce à la plateforme, c'est assez simple justement de mesurer, de voir l'impact. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est grâce à la plateforme, c'est quand même assez simple de justement pouvoir mesurer l'impact, l'influence de chacune des variables et de pouvoir réitérer et ajuster
avant la modélisation. Bonjour. Au fait, j'avais une question notamment par rapport au use case que vous avez fait là. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au produit, c'est-à-dire c'est le comportement du client en termes d'achat, mais est-ce que vous l'avez corrélé par rapport aux produits qui sont achetés et par conséquent voir le refill et donc l'approvisionnement du magasin avec les bons produits qui sont les plus consommés ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous avez pensé à enrichir votre donnée par de la donnée externe pour notamment prévoir les ouvertures de magasins dans les endroits les plus opportuns? Je vais répondre. Donc, sur la première question, cette lifetime value, alors déjà Laura vous a présenté toutes les variables qui ont été prises en compte dans la modélisation, et il y a des variables de produits qui ont été utilisées. Après, ce cas d'usage, il faisait partie d'une étude plus globale sur le cycle de vie client. Et dans le cycle de vie client, justement, il y avait ce parcours, cette navigation au travers des gammes. Ce qu'on cherchait à comprendre, c'est quand on est un nouveau client chez Picard, par quel type de produit on arrive dans la marque, par quel type de produit on commence à consommer, et comment on évolue au fil du temps. Est-ce que j'arrive par exemple par les entrées apéritives, puis après petit à petit j'évolue vers plus de quotidien. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu mesurer à un niveau très fin, puisqu'on l'a fait pour chaque segment client, et on a des parcours. Les segments clients sont tellement marqués dans les typologies d'achat, les clients ne viennent pas pour les mêmes raisons, ils n'ont pas les mêmes types d'achats. Donc on va avoir en fonction des différents segments, différentes familles d'entrées et différents parcours dans le temps. Ce qui nous permet après, derrière, de réutiliser ces informations-là dans les workflows CRM pour justement d'essayer d'accélérer cette courbe d'apprentissage. Donc ça, c'était pour la première question. Et dans votre question, j'ai aussi entendu parler d'assortiment différencié. Ça, c'est un autre cas d'usage qu'on a. Mais effectivement, on a une clusterisation magasin avec 5 clusters très différents et sur lesquels, juste en 2 mots, avant chez Picard, on avait 700 produits qu'on mettait dans le tronc commun et vous aviez les 700 produits dans tous les magasins du réseau. Aujourd'hui, on est tombé à 350, donc on a divisé par 2 et on fait un tronc commun qui est spécifique à chaque cluster, avec des références qu'on module et qu'on met ou pas en fonction. Et donc là, c'est basé sur taux de pénétration produit, sur taux de réachat, et c'est extrêmement local. Il y avait une deuxième question, je ne sais plus. C'était l'enrichissement de la donnée par de la donnée externe. Oui. C'est ce qu'on fait de plus en plus, notamment sur la partie géomarketing. On en parlait, on va chercher beaucoup de données externes pour justement enrichir cette vision. Et tout l'intérêt, ce qu'on peut faire depuis qu'on a DSS, c'est de croiser les données géomarketing avec la connaissance client. Et ça donne des résultats plutôt sympas. Alors, on me fait signe qu'il va falloir qu'on libère la place, mais voilà, on reste à proximité si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.